Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je reçois Victoria, ingénieure aérospatiale et data scientist à la NASA. Comme pour Terra, médecin légiste new-yorkaise, mon invitée de l'épisode 15, la vocation pour le spatial est arrivée très tôt dans la vie de Victoria. Elle voulait comprendre ce ciel noir scintillant et cette lune qui changeait chaque soir. Tout son parcours est alors dirigé pour travailler dans cet univers, de son diplôme à l'ISAE, de ses cours à Moscou, ses expériences de simulation de vie martienne dans le désert de l'Utah, ses stages à l'EAC, au CNES à Kourou, jusqu'à la NASA où elle est désormais embauchée. Son travail, il est juste incroyable. Elle est responsable du programme de machine learning implémenté sur les machines qui partiront sur Mars et Titan. L'objectif ? Décupler l'efficacité des outils et des hommes dans le traitement des données qu'ils recevront de ces contrées si lointaines. Et pourquoi faire, vous allez me demander ? Eh bien, tout simplement pour détecter, entre autres, quelle autre forme peut prendre la vie dans notre système solaire. Si ça, c'est pas passionnant. Et parce que son chemin est loin d'être terminé, du haut de ses 25 ans, oui, vous m'avez bien entendu, j'ai failli m'étouffer quand elle m'a révélé pour la première fois son âge, Victoria se lance un nouveau défi, celui de devenir astronaute. Elle a donc postulé pour la nouvelle sélection parmi plus de 22 000 candidats, mais avec tout de même des armes plutôt solides dans sa besace. Victoria, mille merci de nous avoir ouvert les coulisses de ton métier, et je dirais même plus de ton univers incroyable. Je vous souhaite à tous une très très belle écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Victoria, bonjour! Bonjour Julie! Ça me fait super plaisir de te recevoir. Alors, je vais la faire courte, mais je vais quand même raconter l'histoire de notre rencontre, parce que j'ai eu plusieurs petites décharges, parce que j'ai reçu sur LinkedIn un message d'une personne travaillant à la NASA. Alors déjà, tu as juste envie d'aller lire assez rapidement ce que cette personne-là a à te dire. Deuxième décharge, parce que tu m'avais fait un super gentil mot, un message sur l'épisode de Laura que tu avais écouté, que tu connais, Laura. Et troisième décharge qui était très drôle parce que tu m'as gentiment dit oui, peut-être que je pourrais connaître des gens qui font des métiers intéressants, et puis moi évidemment curieuse, je te demande ce que tu fais, et là tu me racontes juste moi comme ça en passant quoi, moi je travaille sur toute la partie machine learning, des missions pour Mars et Titan. Hein? Et je me souviens t'avoir dit je pense que tu n'as pas bien conscience que tu viens de t'auto-dénoncer pour un épisode, et voilà. Et c'était très drôle de voir le démarrage de notre rencontre, quoi. Très rigolo, oui. Mais j'avais été impressionnée par le podcast que tu avais fait avec Laura, et ta voix, tes questions, tout semblait tellement naturel. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est fluide, c'est génial, ça fait tellement amical. Cette personne est géniale. Ah, on est d'accord que je t'ai pas payé. Ah non, ça. Pas encore. Ah mince, elle m'a pas envoyé la facture. Bon, en tout cas, vraiment, je suis ravie de te recevoir, et je pense que tu vas avoir plein de choses passionnantes à nous raconter. On s'est déjà eu au téléphone pour préparer l'interview. Je vais pas spoiler, mais il y a quand même des choses géniales. Donc j'ai hâte que tu puisses les partager avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Mais avant ça, tu sais que je commence toujours par revenir un peu en arrière. À toi, petite fille, jeune fille, quel métier tu rêvais par exemple de faire, et voilà, et que tu nous racontes un petit peu tout ton parcours. Oh, c'est long, mais déjà merci beaucoup de me recevoir ici, je suis très contente. Mon parcours, donc mon enfance, je l'ai fait dans différents pays, dans différents endroits. J'ai vécu à l'étranger, donc je suis née à La Réunion. J'ai vécu d'abord 5 ans à Mayotte, puis 5 ans à La Réunion. Et pour mon collège, je suis partie à Budapest, en Hongrie. Donc, gros changement de saison, l'hiver, tout ça, tout était nouveau. Et puis, je suis rentrée en France métropolitaine pour ma 3e. Donc, je devais avoir, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et mon lycée dans le Gers, un petit village perdu, à Lectoure. Donc, c'est très connu pour les melons de Lectoure. Mais quand j'étais petite, en fait, j'ai toujours été intéressée par le spatial. J'ai toujours regardé le ciel de manière ébahie sur le ciel noir avec toutes ces belles étoiles, la lune. J'étais vraiment en admiration devant la lune qui changeait tous les soirs.
Après, j'ai quand même toujours eu les métiers typiquement vétérinaires. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée parce que j'adore les animaux. Donc, quand j'étais petite, je pense en école primaire, je devais dire vétérinaire. Je crois qu'il y a eu pompier aussi à un moment. Faudrait que je demande à ma mère. Mais il y a aussi toujours eu, surtout à partir, je pense, du collège, le métier d'astronaute. Toujours lié dans le spatial, mais c'est sûr que le métier d'astronaute, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. D'accord, donc finalement, le spatial, il est rentré super tôt dans ta vie. Oui, Assez très jeune. tôt. Je pense que c'était pas clair dès le début que j'allais orienter toute ma carrière vers le spatial, mais j'ai toujours été très intéressée par les étoiles, le système solaire, les planètes. Donc ma mère m'avait offert des bouquins par rapport à ça quand j'étais petite. Et qu'est-ce qui te fascinait autant, en fait, dans les planètes, les autres planètes, etc., les étoiles, en fait? Qu'est-ce qui t'attirait le plus? Je pense que c'était l'inconnu et j'ai toujours été très curieuse. Donc pourquoi la lune changeait tous les soirs, elle était différente. Pourquoi un jour elle avait cette forme et le lendemain elle changeait. Donc ça, dès petite, je comprenais pas trop. Les étoiles, pourquoi il y avait des étoiles filantes, qu'est-ce que c'était, pourquoi elles bougeaient, pourquoi notre planète c'était la Terre, pourquoi c'était la troisième du système solaire. Enfin, des choses comme ça qui j'étais curieuse et j'avais besoin de réponses. D'accord, mais donc du coup, dans ton univers familial, il n'y avait pas spécialement des personnes qui travaillaient dans ce milieu-là, quoi. Ah non, j'ai personne qui travaille dans le spatial dans ma famille. Donc ma famille est très limitée. Donc il y a ma mère, mon père, ma sœur. J'ai pas de Mhm. cousins, j'ai pas de cousines. Euh, mais non, personne dans le spatial. Donc c'est vraiment une découverte, quoi. Ma mère et ma sœur sont très littéraires. Mon père est ingénieur de formation, mais dans le BTP. Ok, Mais vraiment personne dans le spatial. c'est génial. Ça, je trouve ça toujours fascinant, en fait, qu'un enfant puisse aller complètement dans un univers inconnu de près ou de loin. Ok. Et alors, bon, vu que tu étais branchée dans le spatial dès le démarrage, tu as guidé tes études un peu en fonction de tout ça? Oui, je pense le choix des études s'est fait vers le lycée Mhm. plutôt. J'ai toujours été très bonne élève. Euh, J'aime pas trop dire ça, mais bon, c'est vrai. On s'en doute un Donc peu, hein. baccalauréat, baccalauréat scientifique, spécialité maths, et dans la suite logique des choses, c'était la classe Mhm. préparatoire. J'ai adoré ma classe prépa et ma classe prépa c'était donc maths sup Mhm. maths spé. Pour ceux qui connaissent, c'était PCSI en première année et Psy étoile en deuxième année à Toulouse, au lycée Pierre de Fermat, et c'était pour intégrer Oui, Super-Héros. parce que ça, je me souviens bien effectivement que c'était très précisément. C'est-à-dire que c'était pas pour aller dans la meilleure école que tu aurais pu obtenir selon un classement, c'était pour aller dans cette école-là très précisément, hein, toujours dans le même schéma d'aller C'était, vers le spatial, quoi. oui, totalement. C'était cette école-là ou rien. J'ai eu Lisa et Super-Héros. Et c'était en 2015 et j'étais mais aux Tu anges. m'étonnes. Et alors là, les études durent combien de temps, ce parcours-là est de 3 ans de plus? C'est ça. Généralement, les écoles d'ingé, c'est 3 ans. Mais Super-Héros, et comme beaucoup d'autres écoles d'ingé, en fait, maintenant, proposent une année de césure. Donc, entre la deuxième et la dernière année, on peut faire une année de césure. Donc, c'est ce que j'ai effectué. Donc, en gros, j'ai fait 1 an et demi sur le campus à Toulouse. École d'ingénieur classique, les cours classiques. Après, j'ai fait 1 an et demi sur le campus, une simulation de vie martienne dans le désert de Ça, on va l'Utah en reparler après après. 1 an et demi. Pendant... Après, j'ai fait un stage donc à l'EAC, au Centre des astronautes européens, à Cologne, en Allemagne. Puis, je suis partie faire un semestre d'échange à Moscou, dans une université partenaire. Ça, c'était pendant mon année de césure. Et un autre stage au CNES, au CSG, donc c'est le Centre spatial guyanais À qui est à Kourou. Kourou. Et après, je suis retournée à Toulouse pour ma dernière année de spécialisation. Donc là, totalement dans le spatial. Puis, on finit généralement la formation d'ingénierie en faisant un stage de fin d'études que j'ai réalisé au NASA Goddard Space Flight Center où je suis restée par Ok. la suite. Donc, pour moi, ça a été 4 ans d'études. Et alors donc du coup j'ai plusieurs questions en fait par rapport à cette année de césure ou même pas plus globalement par rapport à tes études. Donc tu es parti je crois 6 mois à Moscou. Tu passes rapidement là mais quand même je trouve que c'était une sacrée aventure parce que tu es parti seule de ta promo. C'est-à-dire que tu n'es pas parti avec des copains, moi qui m'aurais clairement rassuré de ne pas partir seule. Tu es parti là-bas, les cours étaient en russe et tu maîtrisais pas forcément bien la langue. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a tenté, pourquoi tu es allé là-bas et est-ce que justement c'est de relever un nouveau challenge? Oui, c'était
Totalement ça. En fait, j'aime sortir de ma zone de confort, même si au début c'est vraiment horrible et ça fait peur et c'est Mm. dur, c'est vraiment difficile, mais c'est ce que j'aime. Donc, mon choix, c'était ne pas partir avec des gens de ma promo, de pas partir avec d'autres personnes que je connaissais et de vraiment partir à la découverte, de rencontrer de nouvelles personnes. Après, je voulais apprendre le russe, vraiment maîtriser la langue. C'était vraiment important parce que le russe dans le spatial, c'est un langage important. Je voulais découvrir un nouveau pays que je connaissais pas et la Russie, ça m'a attirée, même si l'hiver, je suis pas trop hiver, neige, froid, c'est pas trop mon truc, mais j'y suis partie de septembre à Ah oui, t'as bien février, choisi, quoi. donc Ouais. super, voilà, super période. Mais j'ai adoré. Donc vraiment, c'était partir sans connaître personne, sans maîtriser la langue. Je savais à peine dire bonjour, je m'appelle Victoria. Tous les cours étaient en russe. On avait donc j'ai choisi un département orienté dans le spatial, forcément. Donc tous mes cours c'était propulsion, mécanique du vol, les histoires des vols habités, tout ça était en russe. Et j'avais des cours de langue russe, 6 ou 8 heures Tu par m'étonnes. semaine, forcément, Ouais. pour essayer de maîtriser un peu. Mais j'ai adoré cette expérience. Alors avant qu'on parle de l'expérience en fait d'isolement en fait de vie martienne en fait dans le désert, parce que ça c'est une expérience en tant que telle et je trouve que c'est super intéressant que tu nous racontes ce que tu y as vécu. Je voudrais aussi peut-être qu'on revienne un peu sur les études à Super-Héros, peut-être aussi pour élargir plus que ton métier finalement et comprendre quand tu fais cette école vers quel type de métier tu peux aller. Oui, alors donc l'ISAE Super-Héros, même si elle est très connue pour l'aéronautique et l'aérospatiale, ça reste une école d'ingénieurs généralistes. Donc on peut faire tous les métiers d'ingénieur après. On peut faire du conseil, on peut partir dans la finance, dans l'entrepreneuriat, créer sa start-up. Euh, L'aéronautique, forcément, beaucoup vont chez Airbus, chez Safran, chez Thales. Et après, pour le spatial, donc il y a les agences comme le CNES, l'ESA, la NASA. Il y a aussi ce qu'on appelle des contracteurs aux États-Unis, où c'est des entreprises qui travaillent pour le CNES, pour la NASA, pour tout ça. Mais ça ouvre vraiment toutes les portes possibles et Ouais. inimaginables. Il n'y a aucun frein. Et en fait, notre diplôme, c'est un diplôme généraliste. Et après, on se spécialise la dernière année vers ce qui nous tente le plus. Ils ont une palette de choix incroyable. Et on peut faire le parcours, choisir telle matière pour faire ce qui nous plaît. Et aussi pour découvrir d'autres matières qu'on n'aurait pas Ouais. pensé essayer avant. Et alors, tu as fait aussi des stages, en fait. Je trouve que, bon, là, on voit bien hein, que tu construisais toujours aussi ta carrière dans le spatial, puisque tu as quand même fait l'EAC à Cologne, tu as fait Kourou, le CNES, Kourou, puis la NASA. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que tu as fait à l'EAC, ce que tu as fait à Kourou parce qu'il y a quand même eu des missions qui étaient assez sympas dans ce que tu m'avais raconté. Oui, non, c'est. Donc, moi, mon parcours, il a toujours été orienté spatial, donc j'ai pas vraiment trouvé ma voie puisque je l'avais déjà. Et c'était plus tenter le maximum de choses possibles et inimaginables. Donc, l'EAC, c'était travailler près des Mm. astronautes parce que c'est un métier qui, forcément, me fascine. Donc, pour l'EAC, j'étais dans le programme qui s'appelle Spaceship EAC. C'est un programme avec plusieurs stagiaires où on traite différents sujets. Et pour moi, c'était un programme de robotique lunaire. Donc, c'est un rover qui va servir aux compagnons de l'astronaute. Donc, typiquement, on ne veut pas que l'astronaute, pendant des missions sur la Lune, fasse des tâches un peu complexes ou un peu dangereuses, typiquement se baisser pour ramasser des échantillons ou des choses qu'un rover pourrait faire de manière automatisée. Donc, je travaillais sur ce rover-là, tout ce qui est programmation, mais aussi changer des câbles et implémenter un bras robotique dessus, un bras robotique imprimé en 3D, et comment faire bouger le bras pour attraper des échantillons, des choses comme ça. Donc ça, c'était tout ce qui est programmation. Et ce qui est rigolo, c'est que j'aimais pas du tout coder. Tout ce qui était informatique, pour moi, c'était un calvaire. Ma première année de super-héros, j'aimais pas l'informatique. Et mon premier jour de stage, on me dit, bon, ben, tu vas faire de l'informatique pendant 6 mois. Je dis ok, ça va le faire, tout va bien. Et j'ai eu la chance d'avoir un super tuteur, Martial, qui écoutera sûrement ce podcast, il se reconnaîtra, qui m'a encadré et qui m'a fait aimer l'informatique. Et c'est grâce à lui maintenant que je peux coder, C'est ce que j'allais dire, que clairement. ça t'est quand même utile aujourd'hui, quoi. Donc,
Ah, mais totalement. Il m'a changé ma carrière, ça C'est c'est fou, sûr. hein. Comme quoi les rencontres. Et, et du coup, donc c'était un rover pour aider les astronautes. Et ce qui était super sympa aussi, c'est qu'on a travaillé avec des astronautes et l'équipe encadrant les astronautes pour faire des simulations de comment le rover pouvait assister l'astronaute. Donc ça, c'était un stage de 5 mois à Cologne, en Allemagne. Pour mon deuxième stage, donc je suis partie à Kourou, comme tu l'as dit, au Centre spatial guyanais. Et ça, c'était aussi pour le rêve de voir des Tu lancements. m'étonnes. C'était vraiment un rêve de gosse d'aller assister à des lancements de fusées. Et du coup, je savais qu'il y avait des anciens de super-héros qui étaient déjà partis au CNES, au Centre spatial guyanais. Donc, je me suis renseignée comment vous avez fait. Et juste postulé sur le site internet du CNES, il y avait une offre de stage. Et donc là, j'ai été prise dans l'équipe qui s'appelle l'équipe Sauvegarde Vol. Donc, c'est l'équipe qui, s'il y a un problème avec le lancement, une fois qu'il a quitté la Terre avec la fusée, si la trajectoire change et tout, c'est faire en sorte de détruire le lanceur pour pas qu'il atterrisse sur des populations, sur Ok. l'environnement, faire en sorte qu'il soit détruit d'une manière saine, enfin saine et Oui. sauve. Donc ça, c'était plus comprendre tout ce qui était trajectoire et comprendre comment cette équipe-là fonctionnait et implémenter donc du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc c'était des gros mots pour moi au début, machine learning, intelligence artificielle, j'y connaissais rien. Et c'était ça que je voulais tenter. Donc, apprendre quelque chose de totalement nouveau. Et je me rappelle pendant mon entretien, j'avais dit à mon tuteur de stage, ah, je suis super intéressée. Enfin, vraiment, c'est tout ce qui est lanceur, tout ça, c'est ce que j'étudie à Super Héros. Mais je vais être honnête avec vous. Hein. IA, intelligence artificielle, machine learning, je n'y connais rien du tout. J'ai aucune expérience, mais j'ai très très envie d'apprendre. Et du coup, je pense que ça a dû faire la Et ils t'ont fait différence. confiance parce que justement, tu avais été honnête quoi, là-dessus. Après, ils ont dû sûrement voir que tu étais super motivée et que tu allais tout faire pour apprendre. Quoi. Ouais. C'est ça. Mm. C'est exactement ça. Du coup, j'y suis partie pour 5 mois à Kourou. Super expérience aussi. J'ai assisté à 3 lancements d'Ariane 5. J'ai encore des photos des lancements chez moi. Enfin, c'était vraiment une équipe incroyable. Tout le monde était très amical. Enfin, tous mes stages, en fait, j'ai eu énormément de chance de tomber dans des équipes où on travaillait tous ensemble. C'était de la collaboration, il n'y avait pas de compétition, c'était vraiment apprendre. Tu connais pas, c'est pas grave, on apprend. Ça marche pas, c'est pas grave, t'apprends quand même si ça marche pas. Non, ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment des stages où tu étais au cœur de la mission, avec des projets quand même à responsabilité. Tu n'étais pas en train de faire des cafés ou des photocopies. Tu vois, tu étais quand même sur des Non, projets non, qui sont lourds de conséquences. Donc ça doit être à la fois très stimulant, très excitant et en même temps très stressant, j'imagine. c'est vrai, je pense que je me rendais pas compte Ouais. que j'avais autant de responsabilités en tant que stagiaire. Là, je m'en suis beaucoup plus rendu compte pour mon dernier stage à la NASA, parce que je pense la mentalité de travail aux États-Unis est un peu différente, enfin, est très différente même. Euh, mais, mais en fait, oui, ils nous ont donné des responsabilités pendant mon stage. J'aurais même pas C'est ça. imaginé avoir ça, quoi. Donc, beaucoup de confiance. Et en fait, je me suis rendu compte quand on monte sa motivation et qu'on travaille, qu'on fait ses preuves, ben, il n'y a rien qui peut Mm, stopper. mm. Il n'y a vraiment rien qui peut Ouais, il n'y a stopper. pas de, y a pas de Très, frontière, très. en fait, finalement, responsabilité des postes. Dès lors que tu démontres que tu Non, en as envie et que tu as les compétences, en fait, les frontières, elles s'élargissent vachement, quoi. Et c'est alors, est-ce ça. que tu veux bien nous parler de tes expériences de reproduction de vie sur Mars, dans le désert? Alors, tes expériences, parce que tu t'es pas dit une fois ça suffisait, tu as voulu le faire 2 fois. Donc, j'ai C'est hâte de ça. savoir, en fait, pourquoi toi, tu as voulu faire ça. Et puis après, qu'on discute un petit peu aussi de l'objectif de cette mission, globalement, pour les autres. Comment on est sélectionné, qu'est-ce que vous y faites? Enfin bref, j'ai plein de questions. Alors, ça s'appelle la Mars Desert Research Station, MDRS. C'est situé dans le désert de l'Utah et c'est une base, je crois, qui est là-bas depuis les années 2000. Donc il y a déjà beaucoup d'équipages qui sont passés dans cette station. Et l'idée, c'est donc le désert de l'Utah reproduit assez bien l'environnement géologique de Mars. Donc si on peut regarder des photos, c'est vraiment vraiment la terre rouge, des montagnes. Et c'est très, très isolé aussi, surtout. Donc à Super Héros, en fait, on a une association qui s'appelle le Club Mars, où chaque année, donc moi quand j'y suis allée, c'était la deuxième année où on partait, euh, on envoie un équipage d'étudiants. Et pour ça, donc pour l'aspect candidature, on envoie un dossier avec, généralement c'est entre 6 et 7 personnes, et chacune a un rôle, et on envoie le dossier comme une Mhm. équipe.
Donc, on dit, on a 6 personnes, cette personne va avoir ce rôle. Les avantages sont que cette personne est, je sais pas, très bien organisée, qu'elle a des expériences en biologie ou voilà, on monte un dossier et en parallèle de ça, c'est pas juste envoyer un équipage et passer les 3 semaines de vacances dans le Non, je désert crois de pas. l'Utah, c'est aussi avoir des expériences scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi est-ce qu'on veut aller dans le désert de l'Utah pour simuler la vie sur Mars? Et pour nous, à SuperHero, on a beaucoup de contacts avec le CNES, avec des laboratoires scientifiques autour de l'école à Toulouse ou même partout en France. Et donc, on a ces laboratoires qui nous prêtent des expériences. Donc, typiquement, déployer un sismomètre sur Mars, entre guillemets, donc dans cet environnement-là, donc il faut comprendre la base. La base, c'est tout petit, c'est un diamètre de 8 mètres, je crois, un dôme de diamètre de 8 mètres, où sur 2 étages, on a un équipage qui est composé donc entre 6 et 7 personnes. Et à chaque fois qu'on veut sortir de la base, on a un scaphandre. Donc c'est vraiment reproduire la vie des astronautes sur Mars. Bon, forcément, on n'a pas tout ce qui est Bien sûr. gravité et tous les vrais risques qu'il y a, hein, mais on ne peut pas sortir, on ne sent pas l'air frais sur notre peau pendant plusieurs semaines. On a de la nourriture lyophilisée, de la nourriture déshydratée, pas de contact avec nos proches, il n'y a pas d'internet illimité. Les communications avec la Terre, qui sont par la Mars Society, simulent le temps de délai qu'il y a entre la Terre et Mars. Mmh. Donc c'est environ 20 minutes. Donc quand on envoie un mail ou un message ou on a besoin d'aide, on n'a pas de réponse dans l'immédiat. C'est aussi savoir gérer cette latence entre les communications entre la Terre et Mars. Donc oui, pour ces expériences, comme tu l'as dit, je l'ai fait 2 fois. C'était 2 équipages différents, des types d'expériences différents. La deuxième année, je l'ai surtout basée pour moi sur l'aspect facteur humain. Donc pourquoi je voulais faire ces expériences, c'était une des questions que Oui. tu m'as posées, c'est me tester personnellement, savoir si le métier justement d'astronaute c'était quelque chose d'envisageable, même si ça reste des simulations, être loin de sa famille, isolé, en confinement. Enfin maintenant le confinement tout le monde connaît, hein. En très Mais grande promiscuité aussi, hein, parce que tu m'avais raconté que vous étiez dans des cellules genre de 2 mètres carrés. Bon, au niveau intimité, il y a pas quoi. non, il y a pas d'intimité. Et si on veut un peu d'intimité, c'est ce que tu dis, les chambres. En fait, l'espace est tellement petit que tout est optimisé. Donc, les chambres, c'est pas là où on a un grand lit et beaucoup de place pour respirer. Non, c'est vraiment des petits couloirs où il y a un lit, une table, un petit bureau. Et pas de fenêtre. Il y a que la fenêtre, il y a que le commandant qui a une fenêtre dans sa chambre. Mais non, il y a pas d'intimité. On vit tous ensemble. Et donc, ces 2 expériences, c'était 3 semaines à chaque fois au mois de février. Au final, j'ai adoré. C'est aussi pour ça que j'ai voulu refaire la deuxième année. Et c'était surtout l'aspect humain qui m'intéressait, l'aspect scientifique, déployer des expériences avec des scaphandres ou tout ça, c'était très intéressant aussi, mais c'était plus l'interaction humaine entre des gens qui se connaissaient un peu ou beaucoup avant les simulations et comment être confiné changeait nos personnalités en fait, parce que forcément il y a des choses qui nous embêtent et on est énervé parfois, on a mal dormi, donc ça joue un peu plus sur notre caractère. Mais une autre expérience très intéressante de la première année, c'était la NASA qui nous avait contactés pour faire des expériences de facteurs humains, savoir comment ça se passe dans le groupe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a énervé, combien d'heures de sommeil vous avez eu. Donc tout ça, donc oui, des professionnels aussi participent à ça et on est tous des cobayes. On pense que c'est nous qui gérons les expériences et tout, mais en fait non, on est les cobayes d'autres expériences. Ouais, vous devez être On est vachement des... observé, quoi. Ah, totalement. Enfin, comme les Toutes nos astronautes, données... hein. Ceci dit, Exactement. les astronautes sont extrêmement observés, quoi. Aucune intimité, les astronautes. Ils sont les cobayes de toutes les expériences possibles et inimaginables. Eux-mêmes, leur corps, ce qu'ils font, c'est ça le métier d'astronaute aussi. C'est maintenir la station spatiale ou d'autres missions, faire des expériences et apporter son corps et son cerveau à d'autres expériences plutôt liées aux facteurs humains, parce que c'est ce qui nous intéresse énormément, les facteurs humains Mm. pour les prochaines missions, vu qu'on va partir très loin. Bon, et toi, qu'est-ce que t'en retires, du coup? Bon, évidemment, ça t'a pas du tout dégoûté et t'as toujours envie d'être astronaute, j'imagine, plus que jamais. Oui, non, ça m'a pas du tout dégoûtée. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur l'aspect facteur humain. Donc, je pense quelque chose que je t'avais pas dit. Pendant ma dernière année à SuperHero, j'ai aussi suivi un certificat en parallèle de facteur humain et neuroergonomie, dans l'idée
d'appliquer ça en fait au spatial pour les longues missions. Donc essayer de comprendre les interactions entre humains, quels sont les événements ou les choses qui peuvent changer notre comportement. Typiquement être enfermé, typiquement le manque de communication, typiquement la faim parce qu'on ne mange pas ce qu'on veut quand on veut et on est limité. C'est quoi neuroergonomie exactement, juste pour être sûr de bien comprendre? C'est lié aux neurosciences, donc essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau va se détendre avec les ondes qui sont produites dans notre cerveau, les ondes alpha, les ondes bêta, quand on est en situation de stress, quelles ondes on voit apparaître. Et après, ergonomie, c'est plus comment faire en sorte que les interfaces qu'on utilise soient faciles à utiliser et compréhensibles pour les gens qui vont les utiliser. Donc c'était plus l'aspect médical, moi, qui m'intéressait, les neurosciences, comprendre le fonctionnement du cerveau, même si c'est toute une thèse, tout un domaine, ça demanderait des années et des années. Mais appliquer ça au spatial, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément. Bon alors, moi j'ai hâte que tu me racontes là, maintenant la NASA. Donc tu as effectué ton stage de fin d'études à la NASA. Et à la suite de ce stage, tu t'es dit quand même c'est chouette, j'aimerais bien y rester. Et il s'avère effectivement que tu as eu la possibilité d'y rester puisque tu as été embauché par la NASA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout ce démarrage un peu avec la NASA, parce que je crois que pour y aller, tu as quand même dû faire jouer tes réseaux et tout ça. Tu étais très C'est ça. motivé. Non, on m'avait toujours dit, la NASA, c'est compliqué si tu n'as pas la nationalité américaine. Et c'est vrai que c'était pas facile. Mais en fait, c'était dans la suite logique des choses dans mon parcours, après avoir fait l'ESA, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale française. Dans le spatial, on a quand même envie d'essayer le top du top, la NASA. Et j'avais même pas encore fini mon stage à Kourou, au CSG, que je pensais déjà à mon stage de fin d'études. Et je savais qu'il fallait que je m'y prenne très très en avance si je voulais espérer avoir un stage à la NASA. Donc j'avais contacté beaucoup de gens sur LinkedIn. C'était un peu au culot, on va dire, envoyant mon CV, en disant un peu mon parcours, ce que j'avais envie de tester, ce que j'avais pas fait. Je voulais pas forcément juste faire un stage à la NASA. Je voulais faire un stage où j'allais découvrir quelque chose de nouveau que j'avais pas encore testé. Donc c'était le travail en laboratoire, tout ce qui est recherche. Je n'avais jamais fait et moi quand on me parlait de thèse, de recherche, ça me branchait pas trop honnêtement. Donc je me suis dit bon c'est mon dernier stage, j'ai l'occasion de tester quelque chose que j'aurais plus jamais l'occasion de faire, autant essayer de le faire maintenant. Et alors, au moment de l'embauche à la NASA, j'ai souvenir que tu m'avais expliqué effectivement qu'il fallait avoir il faut avoir une green card, donc il faut avoir un sponsor, hein, je crois. C'est ça, hein. Et que toi, du coup, tu dois passer par une de ces entreprises, les fameux contracteurs, hein. C'est ce dont tu parlais Oui, tout c'est à ça. l'heure. En fait, vu C'est ça? que beaucoup de gens sont pas américains, qui travaillent dans les agences, on a un système de civil servant, donc c'est ceux qui sont embauchés par le gouvernement, par la NASA, et les contracteurs. Donc par exemple, ma base au Goddard Space Flight Center, qui est à côté de Washington, D.C., sur 10 000 employés, il y a 3 000 personnes qui sont embauchées par la NASA, donc par le gouvernement, et 7 000 personnes qui sont des contracteurs. Donc beaucoup de contracteurs sont aussi des Américains, des gens étrangers. Et là, je suis dans le process d'obtenir une green card, donc c'est assez incroyable. Et donc, j'ai été sponsorisée par une autre entreprise qui est aussi contracteur de la NASA depuis les années 90. Donc, une petite entreprise qui va m'embaucher, qui paye les frais de la green card. Alors, pour moi, tu m'avais expliqué que tu avais plusieurs missions au sein de la NASA. La première dont je voudrais parler, c'est celle qui est, alors je l'ai résumée en data learning, enfin tout ce qui va être par rapport aux missions planétaires de Mars et de Titan. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'objectif en fait, quels sont les objectifs de ces missions et quel est ton rôle sur cette partie-là? Alors, je travaille donc sur cette mission. Il y a plusieurs missions. Une mission qui va sur Mars, ExoMars, c'est une mission européenne qui va décoller en 2020 pour partir sur Mars et arrivera en 2023. Et à bord de cette mission, il y a un instrument qui s'appelle MOMA. C'est une sorte de spectromètre de masse. Donc MOMA, c'est pour Mars Organic Molecule Analyzer, qui va en gros chercher des signes de vie ancienne ou présente sur Mars. Donc c'est quelque chose, on met un échantillon dedans et on a la composition chimique, le spectre qui nous donne la composition chimique.
Et en fait, pour Mars, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de satellites autour, on peut renvoyer toutes les données sur Terre, donc c'est pas un problème de communication tant que ça. Il y a 20 minutes de délai, mais c'est pas énorme. Et donc, on peut renvoyer toutes les données sur Terre. Mais pour des futures missions qui vont aller plus loin dans notre système solaire, on ne pourra pas renvoyer toutes les données qu'on va collecter. Et donc, il va falloir savoir quelles sont les données importantes. Donc, la NASA et mon travail consiste à développer des outils de machine learning et d'intelligence artificielle pour faire en sorte de prioriser les données importantes, pour faire en sorte d'aider à donner plus d'intelligence aux instruments qui sont à bord des missions, plus d'autonomie. Donc actuellement, ça fonctionne où on renvoie toutes les données sur Terre et ce sont les scientifiques qui sont sur Terre dans un centre de contrôle, dans des bureaux qui disent OK, la prochaine opération qu'on fait, c'est ça. La prochaine opération qu'on fait sur cet échantillon, c'est ça. On bouge le rover de 2 mètres dans cette direction parce qu'il y a quelque chose de très intéressant là-bas. Tout est décidé par des humains. Et en fait, pour les prochaines missions, on n'aura pas cette possibilité-là de parler, entre guillemets, avec ce qu'on appelle le ground control, donc les gens qui sont sur Terre et qui décident des prochaines opérations. Donc on veut donner de l'autonomie, à la fois de l'autonomie mécanique, donc au rover, en disant ben là tu vois quelque chose d'intéressant, tu te déplaces de manière autonome sans qu'il y ait un humain derrière toi qui dise où est-ce que tu dois aller. Et aussi de l'autonomie scientifique. Donc le concept sur lequel moi je travaille, c'est ce qu'on appelle science autonomy. C'est donner de l'intelligence, de l'autonomie aux instruments à bord. Donc là, pour nous, pour cet instrument MoMA, tout sera sur Terre, nos algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle, tout sera sur Terre et vont aider les scientifiques dans leur prise de décision. Cet échantillon, c'est juste de la calibration et on voit que la calibration est bonne. On ne va pas demander aux scientifiques de passer 24 heures à regarder des données de calibration. On va leur demander de passer 24 heures, c'est à peu près le temps qu'ils auront pour leur prise de décision sur des choses. Ah ben ça, je ne sais pas ce que c'est quelque chose de nouveau, j'ai jamais vu ça sur Mars. Il faut absolument que je sache plus sur cet échantillon-là. Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment un enjeu de quantité de données à traiter et de C'est timing. Et en fait, du coup, vous devez amplifier l'intelligence des scientifiques. Et donc, quelque part, vous devez, je sais pas, préparer la matière, la traduire pour que eux, ils puissent juste arriver à apporter leur propre valeur ajoutée, mais beaucoup plus rapidement, quoi. Et toutes les actions qui peuvent être menées sans eux doivent l'être, quoi. Exactement. Donc là, pour Mars, c'est juste une preuve. En anglais, on dit proof of concept, une preuve du concept pour montrer que oui, le machine learning et l'intelligence artificielle peut bénéficier les scientifiques. Mais pour les prochaines missions, ce sera vital parce qu'il y a cette donnée de temps. Typiquement, ils ont 24 heures pour Mars, mais pour une mission qui va partir sur Vénus. Donc, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, les missions partant sur Vénus ont été sélectionnées. Il y en a une qui sera développée à mon laboratoire. Donc, vraiment très excitant, mais la mission, elle va durer quelques heures. Moi, j'ai une petite question, parce qu'effectivement, depuis tout à l'heure, on parle de machine learning, d'intelligence artificielle, et en fait, finalement, ça peut être largement obscur pour pas mal de monde. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots ou une phrase, quoi, expliquer un peu à quoi ça correspond? Oui, c'était un gros mot pour moi aussi, le machine learning au début. Et je pense maintenant, en français, on dit aussi machine learning, mais avant, on appelait ça apprentissage automatique. Je crois que c'était la traduction. Et en fait, c'est la procédure, l'étude qui permet aux ordinateurs de donner la capacité d'apprendre des tâches pour lesquelles ils ne sont pas forcément programmés au début. Donc, ça marche en donnant plein de données. C'est vraiment, il faut énormément ce qu'on appelle la data, énormément de data au début, des exemples. Et l'algorithme, ce qu'on va développer, va apprendre basé sur l'exemple. Donc, l'exemple classique qu'on donne, c'est des exemples de photos de chats et de chiens. Donc, on va donner plein de photos de chats, de chiens avec une étiquette, ce qu'on appelle un label. Et ça va être une étiquette qui dit chat, chien, chat, chien. Et on va récompenser l'algorithme en disant, dès que tu as bien reconnu ce que c'est, on le récompense. Et quand tu n'as pas reconnu ce que c'était, on le punit, entre guillemets. Et donc, dans notre cas, pour le machine learning sur MoMA, c'est reconnaître des échantillons.
reconnaître des éléments scientifiques, des éléments chimiques, pardon, qui sont dans l'échantillon. Ok. Et donc du coup, je me dis, donc c'est reconnaître des éléments chimiques. Mais alors peut-être que tu vas me dire que je dis une grosse bêtise, mais est-ce que donc tu dis que c'est quelque part, on prépare le terrain parce qu'on montre déjà à la machine plein d'échantillons différents. Sauf que on peut pas anticiper ce qu'on n'a jamais observé, quoi. Alors tu vas me dire peut-être que sur Mars on sait déjà tout, mais peut-être que c'est pas le cas sur Vénus, c'est peut-être encore moins le cas sur Titan. Et du coup, comment on arrive à créer un algorithme sans biais possible? Puisqu'on parle d'efficacité, un algorithme est fait pour aller plus vite, être plus efficace, mais j'imagine qu'on ne peut pas non plus prévoir qu'on va découvrir un truc complètement dingue qu'on n'avait pas prévu. Et du coup, comment on réconcilie ces deux dimensions à la fois d'un algorithme très efficace et donc très productif avec le fait de ne pas connaître tout ce que vous allez découvrir une fois sur place. C'est une super question et c'est vraiment le cœur du problème qu'on a pour le spatial. C'est certes, on peut dire, dès qu'on connaît ce qu'on va rechercher, c'est facile, entre guillemets facile, d'entraîner un algorithme. Mais pour nous, on ne sait pas ce qu'on recherche. Même pour Mars, on ne connaît pas tout. On attend vraiment des choses nouvelles, des choses qu'on n'aura jamais entraînées auparavant. Donc oui, on a un instrument dans notre laboratoire qui est une copie conforme de l'instrument qu'on aura sur Mars, où on teste des échantillons analogues à Mars. Donc on sait à peu près de quoi c'est composé, on sait qu'il y a de l'hématite sur Mars, donc on a des échantillons qu'on appelle analogues, et on voit comment notre instrument crée les spectres, donc on peut entraîner sur ça. Mais ce qui est le plus important, c'est détecter ce qui est nouveau. Donc dans le jargon de machine learning, on appelle ça novelty detection ou anomaly detection. Tout ce qui est nouveau, qu'on n'a jamais vu avant, et c'est ça, nous, qui nous intéresse. Donc, quand je parlais des chats et des chiens, des photos, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, supervised learning, où on donne des exemples avec l'étiquette, le label auquel correspond l'image, mais il y a aussi ce qu'on appelle le non supervisé, l'apprentissage unsupervised learning, où là, on n'a pas de label, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est un chat, un chien, un lama, un cheval, n'importe quoi, et on demande à l'algorithme de regrouper les données, faire des clusters, des groupes de données, selon les patterns qu'il y a dans la donnée. Donc, typiquement, pour un chien, pour un chat, on va voir une longue queue, des moustaches, des oreilles de cette format. Pour un cheval, on va voir que c'est assez grand, que il y a 4 pattes, donc des choses entre guillemets classiques. Donc si on a des chats, des chiens et des oiseaux, on peut imaginer qu'il y aura 2 clusters. Un cluster qui sera animal à 4 pattes et un cluster qui sera quelque chose à 2 pattes avec des ailes. Et tout ça pour pouvoir se dire que s'il y a quelque chose à un moment donné de non labellisé, on va savoir un peu le catégoriser, quoi. Pour pouvoir adapter ton comportement selon une catégorie qui est la plus semblable. Et filtrer. Donc ce unsupervised learning, pour nous au début, il sert de filtre en créant des groupes. Donc dans notre cas, c'est des groupes, des données de calibration, des données où il y a beaucoup de bruit, des données où le signal est très très faible, donc on voit pas grand chose, des données où ça je sais absolument pas ce que c'est, donc s'il vous plaît scientifiques, passez du temps sur ce groupe-là, parce que c'est ça où il y a peut-être ce qu'un de mes collègues appelle tout le temps le prix Nobel pour notre détection de vie sur Mars ou quelque chose comme ça. Donc c'est le gros problème pour nous dans développer des outils de machine learning, c'est on veut entraîner sur des choses qu'on ne connaît pas. On veut reconnaître des choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est un gros challenge. Et j'imagine super intéressant intellectuellement de devoir travailler sur justement imaginer ce qu'on ne connaît pas, puisque ça casse tous tes repères, tous tes référentiels, et c'est ça qui est incroyable, quoi. C'est exactement ça c'est ça que j'aime, c'est apprendre des choses totalement nouvelles tous les jours, mais aussi des choses, on va découvrir peut-être dans 10-15 ans quelque chose sur Titan auquel on n'aura jamais pensé. Et je suis en train de lire un livre de Carl Sagan, ça s'appelle Billions and Billions, et il dit en fait, ce qu'on découvre, on n'y a jamais pensé en fait avant. C'est quelque chose, même si vous torturez votre cerveau dans toutes les directions possibles, on va trouver cette molécule, ça voudra dire ça, ça, ça.
Et généralement, les grandes découvertes, c'est des choses auxquelles on n'a jamais songé. Et alors, du coup, toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ce programme-là ou dans cette mission-là? Alors, pour ce programme-là, en fait, c'était mon début de stage. Il n'y avait absolument rien en machine learning dans mon laboratoire. Donc, mon département, c'est quasiment que des scientifiques, avec donc des thèses, des PhD qui sont spécialisés en spectrométrie de masse, en chimie, en biologie, en beaucoup, beaucoup de choses très théoriques et pas du tout d'ingénieur. Donc, j'étais la, la stagiaire ingénieure avec un peu de background en computer science, machine learning, et on a dit, bon, ben voilà, on a cette idée-là, implémenter un peu de machine learning pour voir si ça marche ou pas, si on peut aider les scientifiques. Donc, il n'y avait absolument rien quand je suis arrivée. Et j'ai eu un peu carte blanche en me disant, ben voilà, moi j'ai un peu d'expérience, je pense qu'on peut partir essayer de faire cette voie-là, et c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ça fait 2 ans maintenant, ça va faire 2 ans la semaine prochaine qu'on est sur ce projet. Et on a développé tout un processus où on a un nouvel échantillon, il passe dans nos différents algorithmes, et ça ressemble à 75% à cet échantillon que vous avez déjà testé. Ou ça, je sais absolument pas ce que c'est. Donc, s'il vous plaît, scientifique, passez du temps sur ça. D'accord. Donc, c'était très intéressant d'avoir justement carte blanche. J'ai dessiné mon projet de A à Z. J'ai été très, très bien encadrée par un de mes collègues qui est très intéressé par le machine learning aussi. Quelle pression quand même t'as dû avoir? Parce qu'attends, à ce moment-là, t'avais 25 ans, non? C'est pas ça? Non, j'ai Non, même 25 pas. ans maintenant, donc... Ah, t'as 25 ans maintenant. Oh non, au secours, t'étais encore plus jeune. J'avais Tu te rends 23 compte? ans. 23 ans, 23 ans, oui, excusez-moi, j'arrive, je suis la référente machine learning, quoi. C'est incroyable cette pression parce que, enfin, au-delà de ton âge, plus sérieusement, c'est quand même que vous faites des missions quand ça part, une fois que le truc et l'algorithme, il est dans la machine et que la machine, elle est dans la fusée et que la fusée, elle est la décollée, il n'y a plus trop de retour possible. Il y a quand même énormément d'investissements, je veux dire financiers, mais aussi beaucoup d'attentes derrière tout ça. On n'a pas envie de se planter et on ne fera pas 15 expéditions sur Mars tous les 2 matins, quoi. Donc, comment tu gères cette pression, quel que soit ton âge d'ailleurs, mais de responsabilité en fait par rapport à ça? C'est une bonne question, ça. Je pense que je la réalise pas trop, la pression, à part quand tu en parles comme ça. Donc là, je suis en train de te stresser, quoi, c'est ça? Non, là, je stresse pas trop encore. Je pense que je vais stresser quand ma mission sera sur Mars, où là, il faudra vraiment aider pour les opérations. Donc, dans moins de 2 ans maintenant. La pression, en fait, je la sentais pas trop parce que tout a commencé par mon stage et c'était une thèse pour mon master. Donc, c'était si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, on a toujours appris quelque chose. Et c'est vraiment le process, enfin, le mantra en science. Et donc, ça enlève un petit peu de pression, je pense. Mais en fait, vu que ça commence à bien marcher, là, Il y a des attentes qui vont c'est avec. ça. Il y a beaucoup d'attentes et au final, cette machine learning, tous ces développements qui, il y a 2 ans, dans mon laboratoire, n'existaient pas. C'était vraiment moi qui arrivais et mon collègue Eric qui avait cette idée-là. Et là, maintenant, on est impliqué dans 3, 4 projets différents où ils ont envie de tester justement du machine learning et du data science. Donc, data science, c'est aussi un gros mot qui dit les sciences des données et essayer de comprendre, faire parler les données qu'on va récupérer, voir les corrélations entre tel et tel phénomène. Et voilà, au début, c'était que pour cette mission sur Mars, et maintenant, c'est sur Titan. Maintenant, c'est un projet de recherche sur d'autres lunes de notre système solaire. Et on est devenus un peu les ambassadeurs du machine learning dans notre département. Donc là, c'est là qu'on sent un petit peu plus la pression. Mais la grosse pression, je pense, ce sera dans 2 ans quand l'instrument sera sur Mars et que ce sera Eric et moi qui devrons faire en sorte que l'algorithme fonctionne bien. Donc non, pas trop pour l'instant, mais je repenserai bien à toi quand ce sera sur Mars. Je suis désolée d'en avoir parlé. Mais alors après, au-delà de la pression, mine de rien, il y a quand même des sacrées responsabilités. Vous ne pouvez pas prendre ces décisions seul. Donc j'imagine qu'il y a des points de contrôle, il y a des points d'échange avec d'autres experts. Comment vous travaillez, comment vous organisez ce travail-là? Oui, exactement. Là, je pense que la pression est aussi un peu moindre parce qu'on est très très bien supervisé. Donc typiquement, Eric, mon collègue qui est le software lead de mon groupe, donc moi plutôt machine learning, et après on est tout le temps en interaction avec les experts de l'instrument, donc les experts scientifiques qui ont construit l'instrument dans notre laboratoire, et on leur dit, on est tout le temps en échange avec eux. Est-ce que ça vous paraît logique? Est-ce que ça fait sens?
Est-ce que ça, c'est totalement stupide? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos questions? Quel est votre cahier des charges? Et ce que j'aime beaucoup dans ce métier-là, c'est on parle tellement différents langages. Bon, forcément, tout se passe en anglais, mais les scientifiques parlent d'une certaine façon, les ingénieurs parlent d'une certaine façon, les softwares parlent d'une certaine façon. Le management, c'est aussi quelque chose d'autre. Donc, c'est prendre les informations de quelqu'un, les traduire dans le langage de quelqu'un d'autre pour faire en sorte que tout le monde se comprenne. Et c'est vraiment la partie de mon métier. Je pense qu'on me disait ingénieur, j'y avais jamais vraiment pensé, mais c'est Mm. la clé de ce que j'ai appris en fait aussi à l'école, enfin à Supaéro, pendant ma prépa, c'est savoir communiquer et savoir comprendre les attentes de telle ou telle personne. Et donc oui, pour les contrôles, on est tout le temps en interaction avec le chef de la mission, le manager, avec tous les scientifiques qui vont opérer l'instrument quand il sera sur Mars, qui font les tests en laboratoire. Et donc il y a toujours ce contrôle par les experts qui comprennent la science, la chimie qu'il y a derrière. Parce que clairement, j'ai pas un PhD en chimie, je comprends pas trop ce qui se passe derrière l'instrument, comment la molécule se fragmente pour donner ces pics ou tel pic, mais eux sont les experts et donc c'est eux qui nous disent ça, ce que vous faites, oui, c'est très logique, ça n'a aucun sens, donc faut pas l'implémenter. Et donc tout est réglé et tout est évalué par les scientifiques qui utiliseront l'instrument. En tout cas, c'est aussi hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'ingénieur, parce qu'on a souvent une vision de l'ingénieur un peu geek qui travaille dans son coin, etc. Donc, c'est hyper bien que tu rajoutes cette dimension, en fait, qui est très importante de communication, parce qu'en fait, un ingénieur ne travaille que sur la base d'un objectif, donc s'il ne comprend pas bien l'objectif et qu'il ne sait pas derrière communiquer, finalement, son travail n'est pas utile. Mais du coup, ça change beaucoup aussi une vision qu'on peut avoir, sûrement caricaturale, hein, mais... Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, là tu travailles sur la mission pour Titan. Le décollage, il est en 2027, pour un atterrissage en 2035. Moi, clairement, ça me paraît très, 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 très long. Donc, à la fois, on parlait de pression tout à l'heure, et en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il y a un temps qui se délite, quoi, qui est extrêmement long, qui doit t'apprendre à avoir beaucoup de patience. Ça, c'est une autre dimension, donc, qui doit être très importante dans ton métier. J'ai vraiment appris à être patiente parce que le spatial, tout se fait pas en un clic et c'est bon, tout est réglé, tout est prêt. Les missions sont retardées. Quand c'est retardé, typiquement la mission ExoMars devait décoller en 2020, c'était pas prêt. Ben, on peut pas redécoller un mois après pour aller sur Mars. Il faut attendre 2 ans. Donc on va décoller en 2022. Pour Titan, c'est le temps de voyage qui est extrêmement long. On va très très loin. Donc c'est 7 ans de voyage et pendant ces 7 ans, ben, on va pas se tourner les pouces. On va aussi essayer de préparer la mission au mieux. Il y aura sûrement très probablement du machine learning aussi pour cette mission-là. Donc on a plus de temps pour collecter des données et entraîner nos algorithmes. Donc c'est intéressant. Mais oui, le spatial, c'est une voie où il faut être patient, comprendre que tout se fera pas en un clic. Des missions, c'est une vie en fait. On va bosser peut-être sur 2-3 missions, voire du lancement, enfin de l'idée dans la tête d'un génie et le développement de, on pourrait peut-être faire ça, 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 la sélection de la mission, puis construire la mission, puis le lancement, puis arriver sur la planète où ça prend 10, 15, 20 ans et c'est normal, c'est les temps normaux. Ça me fait beaucoup penser quand même à la recherche aussi, hein, où tu peux avoir des chercheurs qui bossent toute leur vie sur un sujet et sans se dire que peut-être ils vont partir à la retraite ou finir leur vie sans avoir terminé ce sujet-là, quoi. Moi, je trouve ça assez incroyable et ça distingue beaucoup en fait les chercheurs notamment des autres métiers. Oui, Je pensais à Titan, tu dis qu'il y a 7 ans de vol, ça doit être juste dingue de se dire que là tu mets l'appareil dans la machine et puis après tu as 7 ans pour cogiter, pour te dire mais en fait j'aurais dû faire ça en plus, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Est-ce qu'il y a moyen, vous allez pouvoir être en interaction avec cette machine pendant le vol? Totalement. C'est ce qui est un peu blasant en fait dans le spatial, c'est quand on lance une mission, ce qui est à bord, c'est déjà trop vieux. C'est déjà, il y a déjà des technologies qui sont mieux, des technologies qui permettraient d'avoir des meilleures photos. Donc pour tout ce qui est hardware, tout ce qui sera dans la machine, on pourra forcément pas le changer. Mais pour nous, dans ce qu'on envisionne pour le machine learning, c'est donc entraîner notre algorithme sur Terre pendant les 7 ans de voyage et après avec un lien en communication, envoyer un message à notre sonde qui va arriver sur Titan quelques semaines après, mettre à jour notre algorithme qui aura mieux appris, qui aura des meilleures performances.
Donc ça, c'est un peu l'avantage qu'on a parce que c'est pas vraiment du hardware qu'on va changer, c'est juste envoyer un code qui est amélioré, mais ça va aussi dépendre de ce qu'on appelle les ordinateurs à bord, CPU en anglais. Ils peuvent pas recevoir tout ce qu'on Ouais. voudrait envoyer, donc on est extrêmement limité dans ce qu'on va pouvoir envoyer. C'est ce que tu expliques et c'est bien pour ça que vous faites tout le machine learning, c'est parce que justement la communication de données va être extrêmement limitée vu la distance, quoi. Exactement. Et pour Titan, donc pour Mars, je disais tout à l'heure, c'est 20 minutes à peu près de latence entre la Terre et Mars. Pour Titan, c'est environ 80 minutes. Et il n'y a pas tous les satellites qu'il y a autour de Mars, c'est loin, donc on ne pourra pas tout renvoyer. Donc c'est exactement pour ces types de missions un peu plus complexes qui vont plus loin, où il faut donner un peu plus d'autonomie aux instruments. Alors, tu as une deuxième mission, Oui. qui est de mission de recherche astrobiologie. Alors, tu vas me dire si je dis une bêtise, hein. Mais pour moi, l'objectif de cette mission, qui est génial, non mais je trouve ça dingue, c'est détecter la vie sur d'autres planètes. C'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. Ok. Et alors, du coup, pour faire quoi et dans quel but ? L'idée, c'est faire comme dans tous les films, ce qu'on a vu, c'est d'aller y vivre. C'est quoi l'objectif d'aller chercher d'autres vies ? Je pense que c'est principalement la curiosité des scientifiques, des ingénieurs. C'est aussi pour ça toutes les missions spatiales ont un peu ce but derrière, c'est savoir s'il y a une autre type de vie que le type de vie qu'on a sur Terre, avec des protéines, des molécules, des chaînes carbonées. Donc savoir s'il y a quelque chose d'autre ailleurs, tout ce qui est les films justement comme tu dis avec des extraterrestres qui vont envoyer un signal, tout ça. Pour cette recherche, donc l'astrobiologie c'est assez nouveau pour moi. Détection de la vie, oui ça me parlait un petit peu, mais tout ce qui est la science derrière c'est très très nouveau. Et là c'est encore utilisé donc tout ce qui est computer science, donc traitement des données, machine learning si on peut. Pour savoir s'il y a un autre type de vie ailleurs. En fait, la question, c'est quoi la définition de la vie ? Comment tu définis la vie ? Et il n'y a pas de définition. Il y a une blague qu'on dit souvent dans le milieu des astrobiologistes, c'est si on a 100 astrobiologistes dans une salle et on demande une définition, on aura 115 définitions de la vie. Mais on ne peut pas s'attendre à aller sur Mars ou sur Titan ou sur un autre corps de notre système solaire et trouver de l'ADN, trouver des protéines exactement comme celles qu'on a sur Terre. Donc, c'est trouver quelque chose qui pourrait donner naissance à la vie ou qui a pu donner naissance à la vie, que ce soit des chaînes carbonées pour nous ou des chaînes une structure de molécules avec le même type d'atomes. Par exemple, pour nous, il y a aussi beaucoup les polymères. Donc, je travaille sur un projet où c'est détecter des polymères. Donc polymère, c'est associer différents blocs de la même molécule ensemble. Et ça, en fait, ça se fait pas de manière aléatoire. En fait, c'est trouver des mécanismes qui ne se font pas de manière aléatoire. Et c'est là où on pourra dire, ah, peut-être que ça, c'est un signe de vie. Parce qu'il faut une certaine raison pour que ces deux molécules se soient mises ensemble comme ça. Et alors, mais attends, donc tu parlais il y a plein de gens qui peuvent avoir des définitions différentes. Quel corps de métier ou quel spécialiste travaille sur ce sujet-là ? Parce que ça, pour moi, cette définition de la vie, elle pourrait être traitée par un philosophe, par un biologiste, par un chimiste, tu vois. Et du coup, est-ce que vous avez des comités, justement, même des comités éthiques aussi, j'en sais rien, mais qui sont là, justement, pour un peu débattre et vous faire avancer quoi, sur le sujet ? C'est une super question encore. Dans mon équipe pour ce projet, ça s'appelle LAB, c'est Laboratory for Agnostic Biosignature. Donc agnostic, c'est pour dire quelque chose qui... Enfin, on utilise ce mot en français, je pense. C'est pas oui, sans croyance, quoi. Sans croyance, c'est ça. sans savoir, sans présupposer que ça va ressembler à ce qu'on a sur Terre. Et dans ce groupe-là, on est beaucoup. Il y a beaucoup donc des experts en astrobiologie, des experts en chimie, en biologie, en spectrométrie de masse, parce que c'est aussi un des instruments qu'on va utiliser. Mais c'est vrai que dans cette équipe-là, je pense pas qu'il y ait de philosophes ou de personnes liées à l'éthique. C'est vraiment que des scientifiques. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression quand je travaille avec les astrobiologistes qui sont aussi philosophes dans leur background, qu'ils ont tout cet aspect éthique et scientifique, un gros bagage vraiment multidisciplinaire pour savoir ce que c'est la vie. Là encore, quel outil, quelle méthode, et toi, qu'est-ce que tu y fais ? Donc, outils, donc on a
beaucoup de tests en laboratoire sur des molécules qui sont biologiques ou non biologiques, qui ont été créées par l'humain, qui ont été créées de manière naturelle. Donc beaucoup pour moi dans mon groupe, c'est beaucoup de spectrométrie de masse encore. Mais principalement pour ce projet-là, moi c'est du traitement de données, traitement de signal. Essayer de voir s'il y a des patterns, des corrélations entre tel et tel type de données, entre ce polymère-là réagit de cette façon-là quand on l'étudie avec un spectre de masse, et ce polymère-là réagit d'une autre façon, celui-là est biologique, celui-là n'est pas biologique, est-ce qu'on voit quelque chose de différent? Est-ce que la distribution des molécules, on peut voir quelque chose sur ça qui pourrait dire, ben, quand c'est distribué de cette façon-là, c'est biologique, c'est créé par la vie, et quand c'est de cette distribution-là, c'est pas créé par la vie, c'est artificiel. Donc là, c'est un gros projet de recherche avec mes collègues. Ça fait 2 ans, 1 an et demi qu'on a commencé sur ça. Et là, on a restreint un peu notre spectre pour justement travailler sur que des polymères. Parce que sinon, ça peut partir dans toutes les directions, comme tu peux Mais imaginer. ouais, c'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. C'est tellement riche et vaste que tu passes... tu ne fais que ça, quoi. Enfin, oui. Ouais. Souvent, on se fait notre blague. C'est un projet de toute une vie, en fait. Ce sur quoi on travaille, c'est un projet de toute une vie, mais on a d'autres projets à côté. Mais je pense, tout est lié par la curiosité qu'il y a derrière. Envoyer des missions, c'est principalement pour trouver s'il y a d'autres types de vie ailleurs et pour essayer de comprendre notre propre vie et pourquoi nous, on a été créés, pourquoi sur Terre, on a des humains, des chats, des arbres. Essayer de comprendre tout ça. Ça doit être passionnant et ça a sûrement bouleversé aussi potentiellement ta vision de la vie, non? Je sais pas. Ah, totalement. C'est des choses auxquelles je pensais pas avant. C'est le concept d'écologie. Écologie, c'est comment interagissent les espèces ensemble dans notre environnement. Le concept de prédateur-proie, le concept de compétition sur un même environnement. Pourquoi il y a ce type de fourmis et pas d'autres types de fourmis. Tout ça. Et on essaie de faire un parallèle avec ce concept d'écologie et le concept de vie. Et ça fait peur, hein, honnêtement, aussi. Enfin, pour moi, c'est un puissant fond de connaissances. C'est pas, enfin, j'ai l'impression que je connaîtrai jamais assez, que je lirai jamais assez de documents, d'articles, de publications pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Très, très puissant, toutes ces questions-là. Et du coup, moi, ça me fait peur en me disant, mais est-ce qu'on aura un jour la réponse ou pas? Ouais, mais je pense que ça, c'est vraiment très scientifique. Hein. Enfin, de la recherche scientifique, on entend souvent parler de chercheurs qui disent qu'effectivement, plus ils avancent, moins ils ont plus se rendre compte de la compétence. C'est ça, de ce qui reste à apprendre, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des échéances? Est-ce qu'il y a un planning pour ça? Enfin, il y a un planning parce que c'est financier aussi, c'est des bourses. Pour celle-là, ce LAB, ce projet Lab, c'est pour, il me semble, 6 ans. Et là, on est déjà à notre 4e année. Ça a été nouveau aussi pour moi, c'est très scientifique ce concept de bourse pour financer notre projet. Dire c'est une question vraiment très importante scientifiquement, on a un plan d'action, on va faire ça, 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 on a une équipe qui est prête derrière, donnez-nous de l'argent pour faire en sorte que ce soit possible. C'est beaucoup de rédaction, c'est beaucoup de l'aspect scientifique à vendre de manière parfois vulgarisée parce que tout le monde ne va pas comprendre tous les détails scientifiques qu'il y a derrière. Donc c'est encore cette question, je reviens sur la boucle du langage communiqué, qui est encore très très importante dans ce milieu-là. Alors concrètement, toutes tes missions, on parle moins de la 3e, mais qui est plus laboratoire, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est ça. Tu peux peut-être nous expliquer quand même en quelques mots ce que tu y fais? Pour le travail en laboratoire, j'ai plusieurs projets, mais un qui est très intéressant, c'est sur Titan. En fait, Titan, donc il y a une mission, comme tu l'as dit, qui va partir, c'est la mission Dragonfly. Et Titan, en fait, a une atmosphère. Et c'est quelque chose vraiment très intéressant parce que c'est la seule atmosphère dans notre système solaire. Donc c'est le seul satellite qui est connu à posséder une atmosphère. Et cette atmosphère, en fait, sur Titan, on sait que c'est composé de quasiment 99% de diazote et 1% de méthane. Et cette composition-là fait qu'on a aussi des cycles météo. Donc typiquement, nous, quand on a les cycles d'eau, la pluie, l'évaporation, tout ça, on a le même concept sur Titan avec le méthane et le diazote. Donc on a des choses à l'état liquide, c'est du méthane, on sait, parce qu'il y a eu d'autres missions qui sont parties sur Titan avant, donc du méthane sous l'état liquide, sous forme de lacs, de rivières, de mers, des choses qui sont très très similaires à la Terre. Et en fait, en laboratoire, on a une chambre atmosphérique qui reproduit l'atmosphère de Titan, donc 99% de diazote et 1% de méthane. Et on essaie de comprendre
comment les molécules, parce qu'on sait qu'il y a des chaînes carbonées, il y a du méthane, de l'éthane, tout ça, on essaie de comprendre comment ça se forme, comment l'atmosphère, vu qu'il y a cette composition-là, comment les molécules se forment avec les radiations solaires, avec l'atmosphère, les interactions de l'environnement de Titan. Et donc pour cette chambre-là, on reproduit l'atmosphère, on prend des échantillons avec une seringue, donc on prend l'air qu'il y a dans cette chambre et on les étudie avec différents instruments. Donc, c'est essayer de comprendre toutes les interactions et tout le développement, le mécanisme de formation des molécules pour savoir ce qu'on peut s'attendre à trouver. C'est encore un gros projet de recherche pour se préparer à cette mission sur Dragonfly qui sera la première mission qui va être sur la surface de Titan et analyser à la fois la surface, donc le sol de Titan, et l'atmosphère, parce que c'est un drone. Donc on va envoyer un drone qui va pouvoir voler et à la fois se poser et analyser l'atmosphère et la surface. Je trouve ça incroyable. J'avais une question depuis tout à l'heure. Le spatial, en fait, qui appartient, je pense, à tous et en même temps fait quand même l'objet quand même de luttes, on va dire, nationales aussi. Sur ce type de missions qui sont majeures, essayer d'élaborer qu'est-ce que la vie, etc. Ça concerne l'humanité, quoi. Ça concerne pas un pays plus qu'un autre. Est-ce qu'il y a des collaborations internationales ? Oui, totalement. Dans tous les projets dont on a parlé, c'est pas que US, c'est pas que les États-Unis. C'est beaucoup de collaboration avec l'Europe, avec la Russie. Typiquement, la mission ExoMars qui part sur Mars, c'est européen, russe et américain. Pour la mission, le projet de recherche astrobiologique, on a des laboratoires partenaires en Europe. J'aime beaucoup ce concept pour les missions spatiales. Certes, il y a un intérêt pour la nation parce qu'on veut être les premiers à découvrir quelque chose, toute cette course, entre guillemets, mais c'est très collaboratif. Tout est public, c'est cet aspect de collaboration et pas de compétition qui est très très intéressant et très stimulant en fait. On apprend quelque chose, on va à des conférences et on parle avec d'autres collègues qui ont essayé d'autres choses et c'est un échange constant. C'est aussi pour ça que les données sont publiques quand les missions sont sur Mars. Tous nos instruments qui sont sur Mars, on peut trouver toutes les données publiquement sur Internet. Et tous les scientifiques peuvent utiliser ces données pour leurs propres recherches. Ça, c'est incroyable ce que tu dis, parce qu'effectivement, pour moi, ça se rapprochait un peu de la recherche militaire et de me dire que du coup, il y avait vraiment une notion de frontière, parce que de défense de chaque pays. Et puis aussi, peut-être, de se dire que si telle armée élabore un nouvel outil, on va s'en servir aussi dans la vie économique, mais d'abord du pays qui l'a développé. Là, tu sembles dire, en fait, effectivement, tout ce qui est créé, tout ce qui est tout le fruit de votre recherche sert à tous, quoi. Oui. C'est incroyable. D'accord. Cette collaboration et cet esprit d'équipe, sans penser aux frontières, c'est vraiment enrichissant. Et je le sens encore plus étant étrangère aux US. Alors, du coup, tu disais effectivement ta position de française. C'était une de mes questions, mais du coup, tu y as répondu. Alors, j'avais une autre question. C'était ta place de femme dans le monde de l'ingénierie et dans le monde du spatial. C'est une question que j'avais aussi posée à Laura, puisque vous êtes peu nombreuses quand même dans ce monde-là. Est-ce que toi, t'as ressenti une différence, une limite ou pas ? Honnêtement, non. Pas du tout. Je pense que j'étais assez naïve aussi au lycée. Donc au lycée, c'était un petit lycée, on était 25 par classe, quelque chose comme ça. Donc oui, le bac S, on était sûrement un peu moins de filles. En prépa, je l'ai vu, mais je l'ai pas senti. J'ai vu qu'on était 5 filles sur 45, quelque chose comme ça dans ma classe, si je me souviens. Et à Super-Héros, donc mon école d'ingénieur, il n'y a pas un grand pourcentage de femmes qui y vont. Ma promo, je crois, on était 16% de filles ou 17% de filles. Mais quand ça atteint 20%, c'est la fête. C'est assez rare. Parce que c'est assez basé aéronautique, aérospatiale. Donc peut-être que ça attire moins de femmes, je ne sais pas. Donc non, je ne l'ai pas trop senti. Je pense que j'ai eu le gros choc en fait, pendant mes études à Super-Héros, j'ai fait beaucoup de tutorat, de mentoring. J'allais dans des classes primaires, des classes de collège, de lycée. Et là, en fait, je comprenais que les filles avaient ce cliché-là, que les sciences, c'était pas pour les filles, que les maths, c'était pas pour les filles, et le métier d'ingénieur non plus. Et donc, c'était beaucoup expliquer le métier d'ingénieur, qu'est-ce que c'est, les études. Et c'est là où j'ai vraiment fait face à ce gros cliché que je ne sais pas si c'est la société ou quoi qui a construit ce cliché-là.
mais pour moi, dans ma vie professionnelle, non, ça m'a jamais impacté. Et jusqu'au jour où je suis arrivée justement à la NASA, où c'est un laboratoire, donc beaucoup de scientifiques et moins d'ingénieurs dans mon groupe. Et en fait, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes dans mon laboratoire. Je travaille avec beaucoup, beaucoup de femmes et j'adore. J'adore travailler avec des femmes. Je dis pas que j'aime pas travailler avec des hommes, hein, mais... Non, mais on va pas se cacher, il y a personne qui nous écoute, on est quand même vachement mieux. Ah, mais c'est incroyable. Je parle beaucoup de Mélissa, c'est ma mentor. C'est un exemple, c'est un modèle. Je veux devenir elle plus tard. Pas forcément dans le domaine dans lequel elle travaille, mais son aspect à la fois maternel, son aspect management, elle se faire respecter, être une femme dans ce domaine-là. Et tu penses il y a une proportion plus importante de femmes parce que c'est aux États-Unis ou parce que c'est dans le domaine de la recherche qui est peut-être différent de l'ingénierie? Je pense que c'est parce que c'est le domaine de la recherche et il me semble que j'avais vu des chiffres, tout ce qui est chimie, biologie, ça attire plus de femmes que d'hommes, donc c'est inversement proportionnel au métier d'ingénieur. Mais ingénieur, il me semble que c'est pareil aux États-Unis, c'est beaucoup moins de femmes que d'hommes. Alors, est-ce que tu avais réfléchi à une anecdote sur ton métier? Donc oui, j'ai une petite anecdote. C'est plus par rapport à mes études et forcément lié à mon métier maintenant. C'est justement le fait que je détestais l'informatique au début. Et en première année de super-héros, c'était mon premier rattrapage de toute ma vie. Et c'était en informatique. Et donc je me rappelle, mais c'était, j'étais au bout de ma vie, hein, comme on peut le dire. Et donc je me retrouve en rattrapage, et même le rattrapage, je crois que j'ai à peine eu la moyenne. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et je me suis dit, mais je vais redoubler à cause de l'informatique, je veux jamais faire ça de ma vie, j'aime pas ça, je trouve ça nul que ce soit dans le métier d'ingénieur. Et au final, maintenant, c'est ce que je fais tous les jours, je code tous les jours. Et donc, ça me fait rire. À chaque fois, ma mère, elle me raconte l'anecdote quand je l'appelle d'Allemagne où j'étais partie pour 6 mois. Et je l'appelle le soir en disant, maman, je vais coder pendant 6 mois. C'est horrible, je vais jamais m'en sortir. Et elle me fait, mais c'est bon, maintenant, t'en as fait ton métier. Tu remercieras jamais assez Martial, celui qui m'a fait aimer l'informatique. Ouais, c'est une belle anecdote. Et puis en plus, c'est une première leçon d'attitude aussi à avoir, quoi. Quels sont les projets pour toi par la suite et j'ai une petite question un peu plus précise derrière, mais tu vois à quoi je veux en venir. Je vois qui très est bien. effectivement le fait de postuler en tant qu'astronaute. Ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les étapes voilà. Donc, projet professionnel sans penser à la candidature d'astronaute, c'est donc continuer mes projets à la NASA, travailler pour cette nouvelle boîte qui m'embauche avec la Green Card et développer l'intelligence artificielle machine learning de cette entreprise-là, donc très intéressant. Et en parallèle, donc oui, il y a la candidature de l'Agence spatiale européenne qui est ouverte pour une nouvelle classe d'astronautes. Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 juin pour la première phase. C'est juste un CV, une lettre de motivation, un questionnaire, voilà, des choses assez basiques. Je sais pas à quel point ça va passer ou pas, on verra bien. Bon, t'es un peu déjà dans le spatial quand même, hein. Oui. Mine de rien, je pense que tu viens pas de nulle part quand même. Enfin, j'ose espérer que ça va quand même un peu aider, quoi. Par exemple, imaginons, moi j'envoie ma candidature, je suis pas sûre d'avoir autant de chance que toi, tu vois. Oui, non, il y a des critères rigides, entre guillemets, de base, 3 ans d'expérience professionnelle, un master dans les sciences, donc ça peut être biologie, ça peut être ingénieur, ça peut être un peu n'importe quoi tant qu'il y a un peu de science dedans. C'est un bon niveau d'anglais, Et tu sais combien vous êtes là pour l'instant, en première ronde? On ne sait pas. En 2009, il y avait 9000 candidats. Là, mon petit pari, c'est 25 000, 30 000. Mais il y a moyen que ce soit bien plus que ça. Tu penses qu'il y en a beaucoup plus? Ouais. Et pourquoi ce serait beaucoup plus? Je pense que le spatial est devenu quelque chose de plus présent dans notre société d'aujourd'hui, notamment avec tout ce qui est communication. Enfin, tout le monde connaît Thomas Pesquet, tout le monde sait que Thomas Pesquet est dans l'espace. C'est un ambassadeur du spatial. Il a changé un peu, je pense, la vision du spatial pour les Français, pour les élèves en primaire, en collège, en lycée. Toutes les agences spatiales ont fait un énorme boulot justement pour vulgariser un peu le spatial dans la société d'aujourd'hui.
Donc je pense maintenant ça attire beaucoup plus de personnes qu'avant. Et puis de mémoire, ils ont aussi ouvert les candidatures à des personnes en situation de handicap, c'est ça, Oui, hein, c'est si je ne me trompe pas. la première agence spatiale qui ouvre le projet qui s'appelle Parastronaute. Donc pour des candidats avec un handicap léger, je crois, ils appellent ça. Mhm. Une amputation en dessous du genou, une jambe plus longue que l'autre, ou enfin un membre plus long que l'autre, ou quelque chose d'autre dont je ne me rappelle plus. Il y a trois domaines spécifiques. Donc oui, il y aura aussi d'autres nouveaux candidats qui avant n'auraient jamais pu postuler à cause justement des critères très très stricts de santé. Donc, Alors je dis pas que ça va augmenter énormément le volume, mais par contre ça prouve effectivement comme une ouverture et une démocratisation de cet environnement-là, exactement. quoi. Et il y a un gros aussi, appel pour les femmes à candidater, parce que justement en 2009, le pourcentage de femmes était très bas, et sur les sélectionnés, il y a eu une seule femme italienne qui a été sélectionnée, et là, l'ESA veut justement faire en sorte que plus de femmes postulent, que ce soit un métier où le genre féminin est bien représenté aussi. Non, c'est cool, c'est un avantage supplémentaire pour ta candidature. Même si j'ai souvenir que tu m'avais dit qu'effectivement, ton souhait, c'est d'être retenu pour ta compétence et pas forcément parce que t'es pour ton genre, quoi. Exactement. Et que tu n'aimerais pas le découvrir. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans le métier d'ingénieur qui ont envie d'être mises en valeur pour leurs compétences et non pas pour leur genre. J'aimerais vraiment pas être sélectionnée pour n'importe quel métier, hein, que ce soit astronaute ou mon métier à la NASA ou mon métier n'importe où, parce que je suis une femme. Je veux être sélectionnée parce que j'ai les compétences et je suis la meilleure pour ce métier-là. Alors pour terminer, en fait, si on devait prendre un peu de recul par rapport à... Alors je sais pas si on peut dire ton métier, j'ai l'impression que c'est tes métiers, mais bon, on va dire ton métier. Quelles sont tes joies, tes fiertés et en même temps tes difficultés? Mes joies et fiertés, je pense, c'est faire partie du programme d'exploration spatiale. Mm. Contribuer à ma façon à l'exploration spatiale, même si c'est un petit grain de sable dans toutes ces belles missions. Implémenter ce dont on parlait, le machine learning, l'autonomie, l'intelligence artificielle. Donc essayer de combiner deux domaines totalement différents, le domaine des sciences planétaires et le domaine d'informatique, computer science. C'est assez nouveau et ça va, je pense, révolutionner les futures missions spatiales. Donc c'est une fierté et une joie de contribuer à ça à ma façon. Mes peurs... Hein. Continue, c'est toi qui vas présider la NASA, en fait, c'est ça? Ça serait pas mal, hein, ça serait pas mal. Peut-être à l'Agence spatiale européenne, hein, qui sait. Et mes peurs, hein, c'est ce puissant fond dont on parlait avant. Mais je pense que c'est les peurs de la recherche, comme tu disais. C'est se rendre compte que on apprend, mais on n'apprend jamais assez. Et certes, c'est ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est apprendre tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas appris quelque chose, et ça, c'est incroyable. Mais à la fois, ça fait tellement peur parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et tellement de choses à découvrir que oui, c'est une peur de jamais avoir assouvi cette compétence et se sentir vraiment expert dans ce milieu-là. Alors, pour toi, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour travailler justement dans l'ingénierie spatiale? Et d'ailleurs, j'ai la même question dans la recherche, parce que pour moi, ce sont deux profils un peu différents quand même. Oui, je pense que tu as raison. Et c'est vrai que cette double casquette maintenant, recherche et ingénierie, c'est très intéressant. Je pense pour la recherche, c'est l'ouverture d'esprit et la curiosité. C'est vraiment, vraiment important. Être curieux, poser des questions, pas se bloquer des portes en disant peut-être que ce mécanisme-là est pas très très logique, mais c'est toujours possible, donc il faut que je vérifie. Toujours vérifier que toutes les possibilités. Donc ça, curiosité et ouverture d'esprit, je pense, c'est très important. Pour l'ingénierie, c'est marrant, mais je reviens toujours à la même chose. Hein. La communication, Ouais, non, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Je pense vraiment l'ingénieur doit comprendre le problème, tandis que le scientifique a une question et creuse plus la question. C'est plus le pourquoi ça arrive comme ça. Et l'ingénieur va essayer de comprendre comment le mesurer, quels sont les degrés de mesure on peut imaginer, comment construire cet instrument, quelles sont les performances. Donc plus la communication entre les différentes équipes, mais aussi comprendre la question.
et comprendre comment ils répondent. Donc, je pense que la communication est très, très importante, même si l'ouverture d'esprit et la curiosité sont aussi très importantes dans ce métier-là. Et alors, si tu avais des jeunes en pleine orientation, en pleine recherche d'orientation professionnelle, ou d'ailleurs des adultes en pleine reconversion et qui seraient intéressés par ce secteur-là d'activité, quels conseils tu leur donnerais? Et d'ailleurs, c'est ce secteur-là d'activité, mais c'est plus globalement en fait. Quels conseils tu leur donnerais pour poursuivre leur chemin, quoi? Alors, c'est marrant parce que je fais beaucoup justement de tutorat, mentoring, toujours aujourd'hui pour essayer d'aider les jeunes dans leur carrière, enfin pas dans leur carrière, mais dans trouver leur voie, entre guillemets. Euh, et ce que je dis tout le temps, c'est poser des questions. Vraiment, n'ayez pas peur de dire j'ai pas compris, qu'est-ce que c'est ton métier au quotidien, poser des questions. Le mot d'ingénieur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ce concept-là, je comprends pas, est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est ne pas avoir peur de poser des questions. C'est une discussion, c'est pas juste un ingénieur ou la personne à qui on parle en face qui parle et parle et parle de son métier. C'est un échange pour faire comprendre mieux. Donc, oui, poser des questions au maximum et utiliser ce qu'il y a aujourd'hui. Enfin, maintenant, les communications sont tellement faciles. Recevoir un email d'un collégien, d'un lycéen, enfin, ça m'arrive très, très souvent et je trouve ça génial de oser envoyer des messages à telle et telle personne et tout le monde sera vraiment ravi de répondre aux questions. Donc, vraiment, ne pas se fermer des portes et oser, oser. Oui, il y a un truc que tu redis pas dans les conseils, mais que toi tu as appliqué, c'est sortir de sa zone de confort. Totalement. Et quelque part, du coup aussi potentiellement vivre des échecs, enfin des grosses difficultés, comme ça a été le cas au démarrage du développement, enfin du codage. Et pour autant, on s'en relève, quoi. Et donc on peut même finir par aimer ça. Totalement, donc, ouais. incroyable. Donc ouais, ça c'est aussi un autre conseil que je retiens de ton parcours, en fait, quand même. C'est ne pas hésiter à aller vers ce qu'on ne connaît pas, parce qu'il faut tester et c'est en testant qu'on découvre des nouvelles choses, quoi, aussi. C'est C'est ce que je exactement comprends ça. aussi. Et on peut penser qu'on est passionné par l'aéronautique, typiquement, et tester plusieurs choses et ça nous plaît pas. Mais c'est faire en sorte de découvrir différents domaines, différentes façades. Euh, Il y a différents angles, différentes perspectives dans tel domaine. C'est tellement vaste. Et en fait, maintenant, notre société fait en sorte qu'on c'est pas grave si notre premier boulot, ça nous plaît pas et on change 2 ans après ou 1 an après. C'est facile de changer, c'est facile, entre guillemets, de trouver quelque chose d'autre. Mais c'est pas, on reste pas dans la même boîte pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est vraiment plus malléable, plus flexible. Et je pense que notre génération a moins peur du changement parce qu'on est prêt à trouver quelque chose d'autre, à découvrir quelque chose d'autre. Et la motivation, l'envie de découvrir, je pense, c'est aussi quelque chose d'important dans nos métiers. Et je dis aux jeunes, mais juste ne vous fermez pas les portes vous-même, ne vous auto-censurez pas. C'est ça le plus important. Ouais, casser le plafond de verre parfois, qui peut d'ailleurs être très fort chez certains et parfois plus encore chez les femmes, Oui, d'ailleurs, les jeunes femmes, totalement. pour certains milieux, quoi. Ok, bon, merci pour tous ces précieux conseils. Du coup, avant de se quitter, tu sais que le rituel, c'est que tu me lances le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir? Oui, j'ai pensé à c'est un métier qui me fascine. C'est sauveteur en haute montagne. Ah, oh, super. Ouais. C'est quelque chose, vraiment, ça me fascine de trouver des personnes qui risquent leur vie pour parfois des personnes qui ont pris des risques inutiles, comment garder son sang-froid, comment vraiment, ouais, ça me fascine. Donc si j'ai pas de contact, je suis désolée, mais J'en ai. C'est parfait. J'en ai un. Le mari de ma cousine, il est sauveteur en haute montagne. Mais voilà, c'est vraiment bon, un après, métier. il faut trouver des gens parce que c'est des gens qui prennent beaucoup de risques et tout. Il faut trouver des bavards. Oui. Tu vois, des Oui. gens qui aiment bien raconter, etc. Et oui, ça je verrai si mon cousin, c'est la bonne personne. Et s'il a envie d'en parler aussi. Mais ouais, ok, super. C'est un très beau métier. Ils vivent des situations pas drôles très souvent. Oui, Ils prennent beaucoup de risques pour les autres. C'est ça. Ils peuvent perdre des collègues, etc. C'est assez dur comme métier, effectivement. Je trouve que c'est beaucoup de dons. Exactement. Beaucoup de dons, beaucoup de courage et essayer de comprendre l'aspect psychologique qu'il y a derrière, encore l'aspect humain, comment on réagit après avoir sauvé une personne qui a pris des risques inutiles et on a perdu un collègue en parallèle. Enfin, comment on gère tout ça. Ça m'intéresse. Et ça me fait penser un peu pareil à l'interview avec Benjamin qui est pompier. Et en fait, comment à un moment donné, tu peux aussi te protéger de toi-même. C'est-à-dire que tu as quand même quelqu'un que tu dois sauver. À quel moment tu arrives à te dire stop pour te mettre en
en sécurité toi-même. Et et même si tu devais sauver quelqu'un, bah c'est à un moment donné, il y a une limite, quoi. C'est ça. Et il faut juste accepter de se rester de soi-même en sécurité, quoi. Ok, bah super. Canon comme métier. Ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de l'écouter. Bah, merci pour tout, hein, Victoria. Vraiment. Merci. Super épisode. Merci à toi, Julie. Et tu feras un petit coucou à tes chatons qui, pour la petite histoire, ont été hyper sages, mais m'ont bien fait rire pendant toute l'interview parce qu'ils faisaient des galipettes derrière Victoria. Merci à toi, Julie. Vraiment, super tes podcasts. C'est gentil. À très vite. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant passionné que moi. Vous pouvez suivre l'actualité de Victoria via son compte LinkedIn Victoria Dapoian, D-A, plus loin, P-O-I-A-N. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!